Bonjour à tous, merci d'être là. Donc moi je vais vous parler de peer-to-peer. Pourquoi du peer-to-peer? Parce qu'en fait j'aurais envie de parler d'autre chose que des applications classiques CRUD qu'on a tous fait, des trucs chiants qu'on fait pour le travail. Là c'est des trucs que j'ai envie de faire pour m'amuser. Et donc en fait je me suis intéressé au peer-to-peer et voilà en fait je voulais partager avec vous un certain nombre de choses auxquelles je me suis confronté. Alors déjà, pourquoi faire du peer-to-peer? Il y a des questions fondamentales derrière, assez existentielles. En fait, c'est pas déjà le peer-to-peer, c'est pas que pour partager des fichiers illégaux sur Internet. Il y a plein d'utilisations super intéressantes du peer-to-peer. Et c'est surtout celle-là dont je vais parler. Alors, l'intérêt du peer-to-peer, c'est que c'est décentralisé. Et du coup, c'est un moyen assez efficace de se protéger sa vie privée, en fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas un point qui va centraliser nos informations et permettre facilement d'accéder à nos informations. Donc le peer-to-peer, c'est un moyen de conserver un petit peu de sa vie privée. Et pourquoi on peut dire la vie privée, j'ai pas grand-chose à cacher. Pour autant, une des premières fonctionnalités qui a été implémentée sur les navigateurs, c'est le mode navigation privée. Donc c'est assez paradoxal. Donc je pense qu'en fait, malgré ce qu'on a un peu l'impression, le sentiment de dire, je pense que globalement, on a tous envie de conserver un espace de vie privée, qu'on n'a pas envie forcément de partager tout ce qu'on fait sur Internet. Et c'est d'autant plus crucial avec les lois qui sont passées dernièrement aux États-Unis, où les fournisseurs d'accès ont le droit de monnayer les historiques d'accès Internet. Donc, malgré le mode navigation privée, votre fournisseur d'accès pourra quand même vendre votre historique de navigation. Ensuite, faire des applications peer-to-peer, c'est aussi, faire des applications décentralisées en général, ça permet aussi de conserver la maîtrise de ces données. Ça évite de se retrouver dans cette situation où en fait on n'a plus accès aux données. Si on a un petit peu d'internet, c'est bien. Ok. Donc on fait des super murs et des super fils Twitter. Donc on est super fiers, mais en fait les données, ça reste la propriété, elles sont hébergées, ça reste la propriété de Facebook et ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec. Ils peuvent les dépublier, ils peuvent complètement les faire disparaître et tout le travail, l'investissement que vous avez mis à produire ces données-là, il peut être complètement mis à néant en fait. Donc c'est globalement, vous pouvez être dépossédé de vos données. Donc tant que vous n'avez pas la propriété, tant que ce n'est pas vous qui les conservez, ils peuvent faire à peu près ce qu'ils veulent. Voilà, donc c'est un petit peu comme si on était offline, quoi. On est offline par rapport à nos données. Et dernier point, c'est la censure. Donc sur un modèle centralisé, c'est extrêmement facile de censurer le contenu. On peut dire on est tous dans les démocraties, tout va bien, on est dans un monde merveilleux. Mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a des exemples assez criants de censure qui ont eu lieu très récemment. Donc là, c'est en 29 avril, il y a Wikipédia qui a été bloqué par la Turquie. Donc il y a quelqu'un en Turquie qui a dit Wikipédia c'est subversif. On trouve des articles qui ne sont pas forcément élogieux sur notre président. On va le bloquer. Donc pourtant Wikipédia, je ne sais pas, vous en conviendrez peut-être, c'est pas forcément un site hyper subversif, avec une dangerosité énorme. Donc, uniquement parce que quelqu'un dans un pays décide que c'est subversif, on va bloquer l'accès à un site internet. Donc Wikipédia, c'est quand même l'accès à une source de connaissances énorme. Donc ça pourrait être que ça, mais on a des exemples qui ont eu lieu avant. Donc là, c'était l'année précédente. C'est l'Égypte qui a bloqué Facebook. Donc, sur la même manière, il y avait des articles sur Facebook qui déplaisaient au gouvernement en place, et Facebook a été bloqué pendant 3 jours. Voilà. Et l'année encore avant, 2015, donc là, c'est WhatsApp qui a été bloqué au Brésil. Donc on peut dire, on est protégé, on est à l'abri de ça, mais en fait, pas vraiment. Là, c'est un juge qui a décidé que WhatsApp
contrevenaient aux lois locales. Et donc, ils ont bloqué l'accès à WhatsApp. Donc, on est globalement assez soumis à la bonne volonté de tiers sur la disponibilité, la possibilité d'accéder, ne serait-ce qu'à des informations de données conventionnelles. Parce que les informations sur Wikipédia sont des données de savoir assez conventionnelles. Et dernier point, c'est pour se protéger de l'infâme hackerman. Voilà, c'est qu'à partir du moment où on entrepose nos données au même endroit, on se retrouve tout de suite à l'abri, on se retrouve tout de suite exposé à ce que quelqu'un réussisse à pénétrer le système dans lequel sont entreposées les données pour exploiter nos données. Donc c'est beaucoup plus facile à pirater quand il suffit d'aller creuser un seul endroit. Donc du coup, pour toutes ces raisons, en fait, moi je me suis intéressé au peer-to-peer parce que ça permet de construire des applications un peu différentes, décentralisées. Et du coup, je vais vous montrer un petit peu quelles briques on peut utiliser pour faire ça en Node.js. Alors moi j'aime bien le Node.js, mais après on peut le faire à peu près avec n'importe quoi. Donc on va commencer au début, on va faire des paires uniquement en Node, hyper simple. On imagine qu'on est tous sur le même réseau local et que tout va bien. Un petit mot juste sur les streams en Node.js. Ça ressemble beaucoup au reactive programming. L'idée, c'est que les streams, c'est des flux d'entrée-sortie en JS et on peut les piper ensemble. Donc process stdin, c'est un input stream et on peut le piper sur un output stream. Et ça marche. En fait, les événements sont propagés de l'entrée vers la sortie. Et puis après, on peut interposer des transform streams qui permettent d'intercaler du traitement dans le flux. Et puis après, on peut faire des duplex streams, c'est-à-dire faire le chemin inverse. Et quand on câble tout ça, on a une socket entrée-sortie. Donc ça permet de modéliser facilement les primitives réseau. Voilà, donc on dissocie la partie traitement et la partie entrée-sortie. Et en gros, l'API transform, elle va traiter un paquet de données par paquet de données, l'un après l'autre. On n'a jamais toutes les données en mémoire, et en fait, on va traiter le flux au fur et à mesure qu'elles arrivent. Donc on a nos primitives de communication sur la base de sockets, et puis exploitées sur l'API stream en Node.js. Et ce qu'il faut après, c'est qu'à partir du moment où on est plusieurs, il faut aller découvrir les petits copains. Et pour ça, il y a quelque chose qui est vachement bien sur le réseau local, c'est le multicast DNS. Il y a plusieurs noms, protocole bonjour en fonction de quand c'est Apple. On a UPnP, des extensions UPnP dans le monde Microsoft. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui marche depuis très longtemps et qui permet de découvrir les matériels réseau sur le réseau. Et donc là, moi, j'ai simulé en gros ce qu'on peut retrouver facilement sur un réseau local chez vous. On va retrouver la box qui émet des paquets, qui dit moi j'ai telle IP, je suis disponible à telle adresse. On a aussi les imprimantes, les scanners, les ordinateurs, tout ça s'annonce sur le réseau. Donc on va voir, alors je vais faire un petit test. Allô ? Ouais. Alors je vais faire juste un petit test pour voir ce qu'on va découvrir sur le réseau. C'est souvent intéressant de faire le test chez vous. Je ne sais pas si vous avez déjà eu. Alors, j'ai un petit outil qui s'appelle Avail Discover, qui est fourni sur les distributions Linux. Je vois rien. Je tape en aveugle, c'est... Ok. Eh ben, je suis tout seul, c'est dommage. Et normalement, sur votre réseau local, vous allez voir, en fait, tout le monde va s'annoncer sur le réseau. Et en fait, c'est là où on découvre effectivement qu'il y a en fait la télé qui parle, il y a aussi la box qui parle, il y a l'iPhone qui est connecté en Wi-Fi, la belle-mère qui parle. Et en fait, tout le monde se retrouve dans ce réseau-là. Alors, c'est aussi un problème de sécurité. Donc, voilà, c'est bon à savoir. Si vous allez dans une conférence, il vaut mieux faire attention à ce que vous émettez sur le réseau. Sur
Ouais. Là, je suis tout seul sur le réseau, en fait, sur Internet. Mais sur le Wi-Fi, je pense que je verrai déjà un peu plus de monde. Et donc, on annonce les... Voilà. Donc, à chaque fois, on a les adresses IP, les ports des services. Donc, voilà. Et donc, on peut utiliser ça pour découvrir les paires. Hop, c'est pas ça. Alors, il y a un petit outil qui utilise ça, qui s'appelle AirPaste. Rien à voir avec la maladie. C'est pour propager les virus. Alors, je ne sais pas si tout le monde voit, c'est plus clair. Alors, le principe... Alors, comme je suis tout seul sur mon réseau, ça ne va pas être drôle, mais il faut imaginer que si je veux mettre à disposition... Ouais. Ok. Si je veux mettre à disposition un fichier, en fait, il suffit de le piper l'envoyer sur AirPaste. Donc, j'ai les vidéos. Ouais. Non, il n'y a que des trucs légaux là-dedans. Non, c'est rien. Vous avez rien. Allez, 9, voilà. J'ai les vidéos de mes vacances à La Rochelle. Ok, donc je le pipe. Et donc là, il se met en attente. Il envoie sur le réseau des paquets DNS pour dire j'ai un service qui est prêt à attendre. Et du coup, il y a le client. Alors, ce serait plus drôle s'il y avait quelqu'un qui avait tout installé. Mais globalement, le client, il a juste à faire de son côté. Il fait la même chose, il fait AirPaste. Et puis, il redirige vers Stamp. Voilà. Et donc là, maintenant, j'ai récupéré dans mon fichier temporaire voilà. Donc on ne s'est rien dit, je ne sais pas qui me l'a envoyé. Et puis j'ai reçu un joli fichier, voilà, avi.mov. Je ne sais pas ce qui peut se passer. Ok, ça va. Ah pardon, moi c'est mieux alors. C'est un truc de l'aquarium. C'est un pingouin. Bon, ça va. Bon, voilà. Donc tout ça pour dire qu'en fait, avec cette technologie, avec ça, on arrive à propager facilement des fichiers de pair à pair. Donc c'est une utilisation hyper simple. Et derrière le fichier, c'est un fichier JS, il doit faire 50 lignes de JS à tout casser. Et donc c'est uniquement du multicast DNS. Et puis dès que la socket est établie, on envoie le flux dans la socket. Donc c'est hyper simple. Et du coup, voilà, pour partager vos fichiers, plutôt que de les envoyer dans le drive, dans les data centers de Google, je ne sais pas exactement où ils sont, mais vous pouvez le faire directement au réseau local de pair à pair. C'est pas ça que je voulais faire. Hop. Alors, pour la découverte DNS, on peut faire soit attaquer sur des couches très basses, donc faire soi-même l'annonce des paquets UDP sur voilà, les paquets DNS UDP. C'est pas très drôle à faire. Il vaut mieux utiliser des librairies un peu plus haut niveau. Il y a AirSwarm qui permet de faire ça. Et donc le principe, c'est lui qui prend en charge l'annonce du service sur le réseau. Là, le nom du service que j'annonce, c'est Testing. Et puis lui, après, il broadcast. Et s'il voit un autre pair qui reçoit un paquet, il va automatiquement établir la connexion TCP. Donc toute la prise en charge de la découverte est réalisée. Donc ça simplifie énormément le travail. Donc voilà, donc là ça commence à se gâter. Au début c'est relativement simple, on peut faire découvrir les pairs, faire des choses assez simples. Mais ça devient beaucoup plus compliqué quand il faut gérer la persistance et la réplication des données. Parce que si on a des nœuds qui sont un peu amnésiques, si on a des nœuds poissons rouges, ça limite les cas d'utilisation qu'on peut faire de nos applis. On peut faire des chats, mais bon, c'est pas très intéressant. Donc là, dès qu'on veut garder la persistance, il faut arriver à conserver une cohérence globale des données. Donc c'est déjà un peu plus compliqué. Alors on est forcément, sur un réseau distribué, on est forcément sur la eventual consistency, donc la cohérence à terme.
Et donc il y a des structures de données qui nous permettent de gérer la réplication entre les différents pairs sur un réseau peer-to-peer de manière fiable. Donc c'est les CRDT en fait, donc c'est Conflict Free Replicated Data Type, c'est des types de données qui permettent de garantir qu'il n'y a pas d'incohérence sur la réplication. Et donc en s'appuyant sur ce type de données-là, on peut commencer à transmettre des données et retrouver une cohérence globale sur le réseau. Il y a plein d'exemples d'implémentation de CRDT. C'est un champ de recherche en informatique, donc il y a énormément de possibilités. Il y a un principe de base aussi qui est utilisé, c'est l'horloge de Lamport, qui permet de définir la précédence d'un événement de manière distribuée sans un seul référentiel unique de temps. Donc c'est hyper important parce que ça permet de définir le lien causal en fait. Donc savoir qu'un événement qu'une cause précède ses effets. Donc c'est hyper important pour retrouver la cohérence. Et puis pour la transmission, on utilise les graphes de Merkle. Donc les graphes de Merkle, en fait, c'est un arbre qui est haché. En fait, qui est haché par le contenu, en fait, qui est indexé par le hash des feuilles. Bon, c'est un peu compliqué, mais ça permet de retrouver la cohérence des données qui sont transmises. C'est le principe de Bitcoin, de BitTorrent. BitTorrent, pour envoyer un fichier, en fait, il construit un arbre de Merkle et il envoie les paquets au fur et à mesure. Ce qui permet d'être sûr de savoir quel paquet on a, s'il est intègre, s'il faut que je redemande le morceau ou pas. Ensuite, il faut un protocole. Donc, il y a le protocole de réplication. Il y en a un qui marche très bien, c'est le Gossip Protocol. C'est utilisé par S3 pour propager les modifications sur les file systems. C'est utilisé par BitTorrent, donc c'est le protocole de communication BitTorrent. Et c'est aussi utilisé sur les transmissions de règles de peering réseau, sur le BGP en fait, le Border Gateway Protocol. Donc le principe, c'est qu'une modification est transmise de proche en proche. Donc tout le monde ne se connaît pas, mais chaque nœud transmet une modification à tous les nœuds qu'il connaît. Et de proche en proche, comme ça, l'application les pairs vont retrouver un état cohérent à partir du moment où ils ont tous reçu l'information. Donc il faut que... Alors l'avantage de ce système, c'est que les nœuds peuvent être déconnectés pendant un certain temps. Mais à partir du moment où ils retrouvent la connectivité, ils retrouvent un état cohérent. Donc on peut avoir de la latence sur la propagation, mais globalement, si on a pris les bonnes garanties qu'on a vues précédemment sur la réplication, on sait qu'on va retrouver un état cohérent. Et donc ça fait aussi des choses bizarres dans l'application, c'est qu'on peut se retrouver... Donc voilà, on a des pairs qui vont discuter entre eux, qui s'échangent des données. Et puis, d'un coup, il y a un pair qui va arriver, il y a un troisième pair qui arrive, et lui, il va rattraper son retard. Il va dire, il se connecte, il va échanger toutes les modifications avec les autres pairs de proche en proche. Et puis après, il retrouve un état cohérent. Et là où on a des choses bizarres qui se produisent, c'est que si jamais on a deux nœuds qui ajoutent, par exemple, qui ajoutent une nouvelle valeur dans les données. Donc là, après, il y a plusieurs choix de résolution de conflits à implémenter. Un choix relativement simple de résolution de conflit, c'est de considérer qu'il peut y avoir plusieurs valeurs sur une donnée à l'instant T. Donc c'est le multi-value register. Après, ça, c'est à vous de définir ce qui est le plus pertinent dans votre cas d'utilisation. Simplement, considérer qu'on a plusieurs valeurs. Après, il faut avoir des business logic pour retrouver la cohérence et déterminer quelle est la valeur à conserver en priorité. Mais donc, on peut avoir des choses assez... on peut avoir des choses assez bizarres sur notre structure de données. Donc c'est des choses qu'il faut pouvoir prendre en compte. Alors ça, c'est pas forcément très intéressant à implémenter. C'est assez ardu. Donc moi, je préfère m'appuyer sur des librairies qui existent. Donc il y a des gens qui ont écrit Hyperlog en Node.js.
Et donc le principe, en fait, c'est un graphe de Merkel qui est répliqué sur Gossip. Donc c'est directement toute la couche de persistance-réplication qui est implémentée. La persistance est assurée par LevelDB. Donc LevelDB, c'est le moteur, de stockage IndexDB de Chrome. Voilà. Et donc, voilà, du coup, la persistance, on crée les hyperlogs, on les réplique. Donc là, on les pipe en local, mais on peut interposer une socket de la même manière entre les deux. Et après, les deux discutent et on peut faire toutes les modifications qui seront faites sur un hyperlog, sera propagé à tous les autres. Donc c'est assez confortable d'avoir ce genre d'API, parce que du coup, ça nous épargne pas mal de problèmes. Parce qu'on sait bien de savoir comment ça fonctionne en dessous, mais pour avoir une implémentation correcte de tout ça, c'est quand même bien d'avoir des librairies qui existent. Et puis après, ce qui se passe, c'est qu'il y a des firewalls. C'est qu'à partir du moment où on a notre appli, on n'est plus uniquement sur réseau local. On a implémenté la persistance. Après, si on veut la distribuer un petit peu, il y a des choses qui nous embêtent pour communiquer. C'est que la connectivité ne va pas s'établir aussi facilement. La découverte des paires va être beaucoup plus compliquée. Donc là, c'est déjà un niveau au-dessus en termes de complexité. Donc, pour ça, en fait, il y a un certain nombre de protocoles qui existent pour faire des trous dans les firewalls. Donc, c'est magique. Donc, les admin systèmes, ils passent leur temps à mettre des firewalls, et puis les devs, ils font des trous dedans. C'est des protocoles qui sont initiés de SIP, en fait. Donc, c'est des protocoles pour la VoIP. Donc, l'UPnP, j'en ai parlé, qui permet d'ouvrir des ports sur routeur. Voilà, on peut faire joujou avec l'UDP, avec le NAT, avec un certain nombre de choses. Là-dessus, c'est un peu compliqué d'implémenter tout ça. Mais en gros, c'est bien s'il y a des librairies qui s'occupent de faire ces choses-là. Et puis la découverte des paires, c'est pareil. On va pas pouvoir broadcaster en multicast DNS parce que c'est pas routé sur Internet. Donc là, il va falloir se débrouiller tout seul. Et les cas classiques, en fait, c'est de définir des DNS en dur dans l'applicatif. Donc c'est ce que fait le Bitcoin, en fait. Pour récupérer la blockchain, en fait, il y a des adresses IP initiales qui sont hardcodées. Donc c'est une adresse DNS sur laquelle il y a plusieurs IP qui permettent de découvrir les points d'entrée et puis après les autres paires. Et sinon, il y a quelque chose qui est très pratique, c'est la DHT. Donc c'est la Distributed Hash Table. Ça fait partie de l'infrastructure BitTorrent. Mais comme à peu près tout le monde peut écrire dedans, vous pouvez écrire dedans. Donc vous mettez à une adresse particulière votre entrée, et puis les autres paires vont aller chercher cette entrée pour découvrir les autres paires. Donc c'est pratique, tout le monde peut taper dedans. L'inconvénient, c'est qu'il y a pas mal de rotation, c'est qu'il y a beaucoup de fichiers, et du coup les entrées ont tendance à être supprimées assez rapidement. Je crois qu'il y a plusieurs millions d'entrées qui changent en quelques heures. Le taux de rotation des entrées est très, 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 très important, mais globalement, ça peut être utilisé. Et l'avantage, c'est que c'est distribué. Contrairement aux paires initiaux, on se retrouve en fait, on était parti sur un mode distribué, et là on se retrouve avec un point unique finalement où tout le monde doit se raccrocher. Alors que la DHT, elle est distribuée. Et puis, donc on a fait nos paires, tout ça, on est content, on est en Node. Et puis, à un moment, on se dit, ce serait bien aussi que ça marche aussi sur le web. Pour avoir une vraie appli qui fonctionne partout, si vous n'êtes pas sur le web, ça ne va pas. Et donc, fort heureusement, ça marche aussi. Donc, on a l'API WebRTC et Data Channel sur les navigateurs. Donc, sur Chrome, c'est bien implémenté, sur Firefox. Dans le monde du mobile, sur Chrome Android. C'est pas encore implémenté sur Safari. Ça va venir sur iOS 11. L'idée, c'est d'utiliser ces data sockets pour construire le réseau. Alors sur Edge, ça commence à être implémenté.
eux, ils avaient choisi d'implémenter la spec OpenRTC, Object-RTC, pardon. Mais globalement, tout le monde va implémenter la spec. Alors, moi, je vais faire une petite démo de comment ça marche dans le web. C'est bon, ok. Donc j'ai une super appli hyper compliquée. Voilà. Donc là j'ai mes deux paires. Et puis pour qu'ils se découvrent, en fait, là il faut utiliser la spec, c'est la spec WebRTC, où il faut construire une offre de connectivité. Donc j'ai demandé à ce paire d'initier la connexion à l'autre paire. Donc ça c'est moi qui l'ai codé, donc ouais. S'il veut bien. Voilà. Donc là en fait ce qu'il a fait, c'est qu'il a scanné ses capacités de connectivité locale. Donc il a construit une trame SDP. Donc la trame SDP, c'est une trame normalisée dans le monde VoIP. Et on va retrouver toutes les interfaces réseau sur lesquelles il sait communiquer. Donc, voilà, UPK, donc j'ai un adresse IP public. Voilà. Il sait aussi découvrir des paires, des relais. Donc il peut soit établir des communications sur un réseau local, soit via un rebond sur Internet, soit carrément via un serveur qui fait relais, quoi. Donc toute la spec qu'on a vue précédemment sur la connectivité est implémentée par le navigateur. Donc là, en termes de connectivité, ça permet globalement de facilement établir la connexion, quoi, et passer les réseaux. Donc là où c'est moins drôle, c'est qu'après, il faut indiquer cette offre à l'autre paire. Donc là, il faut... Donc je prends l'offre de connexion. Je la propose à l'autre paire, qui, lui, en fonction de ses connectivités propres, va proposer une réponse, donc, qui peuvent matcher, qui conviennent le mieux en fonction des critères. Et donc la réponse, je la transmets à mon paire initiateur. Voilà, et après ils sont connectés. Allô. Yeah. Magique, tout ça, on peut faire un chat. Bon, après, on peut faire des choses plus intéressantes. Mais... Voilà. Donc là, c'est pour montrer que mes deux paires, ils arrivent à se connecter. Et donc là, je ne sais pas exactement quelle socket ils ont utilisé, mais ils ont utilisé la plus proche en termes de coût réseau. Donc c'était pour montrer qu'avec les navigateurs, on peut établir des connexions de paire à paire. Alors il y a toute la partie échange d'offres, la partie qui est vraiment pas très drôle. Donc là, ça veut dire que typiquement, pour éviter d'avoir faire ça à la main, donc définir une offre, construire la réponse et valider la réponse, il faut soit avoir un serveur tiers qui fait l'entremise, soit avoir un moyen de transférer facilement l'offre. Donc souvent, c'est implémenté par un serveur qui fait un WebSocket, en fait. Donc il y a un serveur tiers qui fait la communication WebSocket, et une fois que la connexion entre les deux clients est ouverte, il n'y a plus besoin de serveur central. Hop. Et donc ça, c'est utilisé par une appli qui s'appelle WebTorrent. Et donc WebTorrent, en fait, c'est une implémentation de BitTorrent uniquement dans le navigateur. Et ils utilisent l'API WebRTC pour télécharger les fichiers, ce qu'il y a sur le paire. Voilà. Et donc là, j'étais en train de streamer une vidéo, et en même temps, ils affichent en temps réel le graphe des paires connectées pour montrer la connectivité. Donc c'est pour montrer que c'est une spec qui est disponible déjà dans les navigateurs et qui est assez bien établie. Donc après, donc quand on a une appli, donc on monte un petit peu en complexité.
Et puis, donc on a vu au début, on était en Node sur le réseau local. Après, on a mis la persistance. Après, on a mis les firewalls, comment on passe les firewalls dans le navigateur. Et puis après, ce qui se passe, c'est quand votre application est vraiment vachement bien, ben, il y a plein de monde qui va se mettre à l'implémenter. Et on va retrouver plusieurs implémentations, des implémentations concurrentes dans d'autres langages, avec des fournisseurs différents, avec des mix de web, de clients lourds, de tout ce qu'on veut. Et là, en fait, ça continue à poser d'autres problèmes. C'est qu'en fait, on peut avoir certains pairs qui ne sont pas forcément bien intentionnés, qui ont envie pas forcément de jouer les règles du jeu, juste pour profiter un petit peu du système. Et donc ça pose tout de suite un autre problème, qui est assez compliqué à résoudre. C'est le problème des généraux byzantins. Donc c'est un problème assez classique dans le monde distribué. C'est comment on retrouve un état cohérent avec des pairs qui ne jouent pas forcément le jeu et qui veulent objectivement corrompre l'information. Donc là, l'exemple, c'est effectivement plusieurs armées byzantines qui veulent attaquer une ville, et chacun des généraux transmet des ordres parfois contradictoires entre les autres généraux pour se coordonner. Donc c'est comment on arrive quand même à exécuter l'ordre cohérent, en fonction, même avec des généraux qui veulent pas forcément jouer le jeu. Donc ça, c'est assez compliqué à faire. Il y a le choix qui a été fait par Bitcoin, c'est de faire de la proof of work, donc la preuve de travail. Donc l'idée, c'est de consommer c'est de faire travailler les pairs pour que ce soit extrêmement compliqué de falsifier un ordre. Voilà, donc là, c'est un niveau de complexité qui est sympa à utiliser, mais c'est mieux si on n'a pas besoin de traiter ça. Mais voilà, ça fait partie des problématiques qui sont présentes en tous les cas. Et puis, après, il y a aussi d'autres règles qui apparaissent, c'est qu'à partir du moment où on a plein de monde sur le réseau, c'est que même si on n'a pas forcément des pairs mal intentionnés, on va avoir des gens qui jouent un peu avec la spec, qui vont favoriser certains comportements parce que c'est plus intéressant pour le client. Donc notamment, il y a un certain nombre de règles dans BitTorrent qui font qu'on va favoriser l'échange de morceaux de fichiers qui sont assez peu présents sur le réseau. Parce qu'à partir du moment où j'ai un morceau de fichier qui est assez peu présent, tous les pairs qui n'ont pas vont se connecter à moi et me demander cette partie-là, et en échange, moi, je vais pouvoir récupérer plein de données. Donc il y a des optimisations qui sont faites comme ça dans les clients pour récupérer rapidement les morceaux de fichiers qui sont assez rares. Et de la même manière, il y a des règles qui font que la priorité d'échange de données va être donnée avec les pairs avec lesquels j'ai échangé beaucoup de données. Donc ça favorise aussi les pairs avec lesquels j'ai une bonne bande passante. Donc c'est des choses qui sont implémentées dans le protocole BitTorrent et qui font que ça marche très très bien. Donc à partir du moment où on a une bonne connexion réseau avec des pairs assez proches, on a une bande passante qui est énorme pour récupérer du téléchargement. Mais un des défauts de BitTorrent qui n'a pas été forcément prévu à l'origine, c'est laisser ouverts les fichiers une fois qu'ils sont téléchargés. Donc on n'a pas dans le protocole BitTorrent même d'intérêt à laisser en téléchargement un fichier. Ce qui fait qu'un fichier qui peut être très populaire, dès qu'il est fini de télécharger, qu'il n'y a plus personne, il peut complètement disparaître du réseau BitTorrent. Donc pour ça, en fait, après, pour compenser un peu ce problème-là, on a les trackers qui ont mis en place des systèmes de ratio, mais c'est en dehors du protocole BitTorrent, c'est implémenté sur les trackers. Donc voilà, après, moi je voulais juste citer aussi donner une citation de Tim Berners-Lee, voilà, et dans lequel il regrette un petit peu que tout le monde soit parti dans des silos et que le web est un petit peu sorti, qu'initialement c'était fait pour être un monde décentralisé, et qu'en gros tout le monde se retrouve dans des silos, donc des silos Google, des silos Facebook, et du coup voilà, ça dénature un petit peu la notion du web qui était prévue pour être décentralisée. Donc il y a des choses à construire, je pense, sur les applications de peer-to-peer. Et il y a des choses qui se construisent. Alors, une bonne partie des librairies que je vous ai montrées, en fait, elles sont implémentées dans le projet DAT Project. En fait, c'est un système de partage de données scientifiques
de résultats de données scientifiques sur un réseau peer-to-peer. Et ça a pas mal marché, en fait, à l'arrivée au pouvoir de Trump, parce qu'il y a eu une sorte de vent de panique sur les universités américaines qui avaient peur qu'il y ait des coupes budgétaires sur les universités, ils avaient peur en fait que le gouvernement censure un certain nombre de résultats scientifiques, qui refusent d'accepter des données. Et donc pour protéger ces données-là, ils ont utilisé le protocole DAT pour échanger les données. Donc ce que ça fait DAT, en fait, c'est une sorte de Git, sauf qu'il y a un DNS et c'est répliqué automatiquement. Et dans le protocole, et c'est fait pour fonctionner sur les données binaires. Donc il y a du patch binaire qui est fait. Voilà. Donc c'est hyper intéressant. Il y a un certain nombre de protocoles. C'est utilisé par les universités qui veulent partager les données scientifiques. On a aussi le projet IPFS, qui est assez intéressant, dont l'objectif est assez simple. Ils veulent remplacer HTTP. Voilà. Et donc le principe, c'est qu'ils font tout en distribué et ils gardent en même temps. Donc là, c'est pareil aussi, c'est un principe d'historique Git. Chaque site web a plusieurs révisions. Il est répliqué et on peut revenir à chaque fois dans l'historique des révisions et il est répliqué sur tous les pairs. On a le Beaker Browser, qui est en fait un des premiers navigateurs qui permettent de naviguer sur les sites DAT et les sites en IPFS. Donc, parce qu'en fait, c'est assez confidentiel encore, mais ça va venir. Et puis après, on a Secure Scuttlebutt, qui est aussi une implémentation d'un protocole plus bas niveau, qui ajoute toute une couche de sécurité sur les échanges. Et puis WebTorrent, dont on a parlé. Alors, si j'ai un petit peu de temps, je peux vous montrer le Beaker Browser. Là, j'ai un petit peu de temps. Alors. Alors c'est une appli Electron en fait qui est packagée. Il y a une WebView et puis après il établit des connexions en fait. C'est parti, il est là. Voilà, donc c'est assez rustique, ça ressemble à un navigateur, sauf que c'est un navigateur en peer-to-peer, c'est hyper classe. Vous êtes jaloux, vous n'en avez pas des comme ça. Alors, c'est assez restreint, l'offre, il faut imaginer le web en 1962. C'est tellement succinct qu'en fait, c'est tout ce qu'on a accès. Non, non, en fait, c'est un annuaire de pages mises, mais en fait, n'importe qui expose un pair en IPFS ou en DAT peut être accessible. Mais de base, il n'y a pas d'annuaire global comme tout est centralisé. Voilà, donc là, c'est une URL date. Donc, voilà, donc là, c'est un blog en fait qui est sur date. Donc c'est voilà. Alors l'avantage, c'est que je ne sais pas si on peut le voir. Voilà, il y a 2 pairs sur le réseau. Donc en gros, il y a deux pairs sur le réseau. Donc il y a 2 pairs qui sont capables de fournir ce site-là. Et puis, le gros avantage, c'est que je peux remonter dans l'historique. Donc, il faut imaginer qu'on a un web archive, mais en fait, avec ce système-là, on n'a plus besoin de web archive, il suffit de naviguer dans l'historique du site. Alors, c'est mon historique à moi. Alors, comment je retrouve l'historique? Je ne sais plus. Perdu. C'était pas ça. En fait, c'est mon historique, je ne sais plus exactement comment on récupère la fonction. Autre point intéressant, c'est HBase, en fait. Donc hbase.io, en fait, c'est un système qui permet de construire un peer pour héberger vos données. C'est-à-dire que là, on voit que les données elles sont hébergées sur la machine de celui qui produit les données, mais du coup, quand lui il est offline,
les données sont plus du tout disponibles. Donc on a des systèmes d'hébergement qui existent pour héberger ces données qui sont normalement sur le navigateur, les rendre quand même disponibles en offline. Donc on a HBase qui prend en charge ça. Voilà. Alors j'ai mis dans les slides toutes les sources, ça permet de creuser le sujet si ça vous intéresse. Il y a plein de choses, des slide share, il y a toutes les références. J'ai mis aussi les différentes publications scientifiques sur lesquelles ça s'appuyait. Et puis voilà, puis je vous remercie.